leur honneur et merci à tous les orateurs qui sont voulu partager avec nous ce mini congrès africain. En fait, l'insémination intra-utérine, c'est quelque chose qui reste de pratique courante en PMA et en dehors d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'il faut penser comment on peut optimiser cette insémination intra-utérine, notamment quand on est au cabinet. C'est pour ces raisons-là que j'ai préféré concevoir mon topo d'une manière pratique, loin un petit peu des grands récits scientifiques, et essayer de me poser un petit peu les questions qui font que, au niveau du cabinet, comment on fait. Pour avancer votre présentation, cliquez sur le bouton Next. Ok. Et je me suis dit, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose. Pour qui on doit faire une insémination? Quand est-ce que je vais arrêter de ne pas faire une insémination? Également, dans quel objectif je fais une insémination? Et surtout, comment je vais faire cette insémination? Faut-il stimuler ou non? Quand est-ce que je dois arrêter de ne pas m'obstiner? Et surtout, comment je vais faire cette insémination? Et surtout, quels sont ces taux de réussite? En fait, l'objectif d'une insémination intra-utérine, c'est simple, c'est d'augmenter la concentration de spermatozoïdes au niveau du site de fécondation à un moment de l'ovulation. Et de cette manière, on va augmenter les chances de grossesse par synchronisation de l'ovulation et de l'insémination. Et effectivement, le taux de grossesse, c'est quelque chose de très important, à savoir que les taux de grossesse en insémination sont de 12 à 14%, donc ça diffère selon la littérature, mais également ce chiffre doit être bien connu par justement le prescripteur, par le gynécologue de ville, pour qu'il puisse communiquer justement une information claire et loyale à ces patientes justement qui sont en désir de grossesse. Bien sûr, quand on propose une insémination intra-utérine, il y a deux conditions sine qua non et très importantes. On ne peut proposer une insémination intra-utérine que si nous avons au minimum un spermogramme, voire 2 spermogrammes s'ils étaient perturbés, avec une hystérosalpingographie et des trompes perméables. Bien sûr qu'on va proposer les inséminations dans ce cadre-là s'il y a une cause cervicale, chez les couples sérodiscordants, s'il y a une infertilité masculine légère, les troubles de l'ovulation, mais à condition que ce soit une réserve ovarienne normale, les premiers stades de l'endométriose et également dans le cadre de l'infertilité inexpliquée. Et là, je m'arrête pour dire que c'est indiqué chez les femmes présentant une infertilité expliquée, mais avec un âge de moins de 38 ans et une réserve ovarienne normale et une durée d'infertilité de moins de 3 ans. Je ne proposerai pas une insémination intra-utérine à chaque fois qu'il s'agit d'une femme âgée s'il y a des altérations très importantes du sperme, également si la durée est très importante de l'infertilité et dans les stades avancés de l'endométriose. Maintenant, la question qu'on se pose, faut-il stimuler en dehors d'une dysovulation? Donc, si on met justement, on va vérifier, regarder si en utilisant des gonadotrophines versus un cycle naturel, est-ce qu'il y a plus de grossesse ou non? La réponse est oui, il faut stimuler dans le cadre d'une insémination intra-utérine du fait qu'on a une grossesse supplémentaire à chaque 12 cycles. Et donc, il faut savoir que le taux de succès est lié au nombre de follicules, et ce nombre de follicules, donc bien sûr, il faut qu'il soit, comme on le voit ici, comme la majorité de la littérature que nous retrouvons, donc montre qu'il y a une supériorité à chaque fois qu'il y a un nombre plus important de follicules. Mais attention, il y a toujours le risque de grossesse multiple, avec laquelle on perd justement le risque néonatal, qui est très important, et plus on augmente donc dans les grossesses multiples, il y a plus de risque néonatal. Et à partir de là, l'objectif d'une insémination intra-utérine doit être un objectif de bifolliculaire, voire au maximum 3 follicules.
Donc, stimulation. Donc, la première stimulation, elle est étiologique. Donc, vous allez corriger éventuellement un trouble de l'ovulation, ce qui vous permettra d'avoir un développement folliculaire adéquat, mais également, comme on l'a vu tout à l'heure, dans une démarche d'optimisation, et donc ça va faire augmenter vos chances de grossesse si vous arrivez à développer 2 ou 3 follicules. Vous utilisez bien sûr plusieurs protocoles, le citrate de clomifène, les gonadotrophines, et pour certains, une association citrate de clomifène et gonadotrophine. Qu'est-ce qu'il en est justement si on était amené à comparer justement les anti-oestrogènes et les gonadotrophines? On voit très bien que dans cette méta-analyse de la Cochrane, donc de 2010, elle nous montre clairement qu'il y a supériorité à utiliser les gonadotrophines par rapport au citrate du clomifène. Donc il y a un meilleur taux de grossesse avec les FSH. Néanmoins, bien sûr qu'il est évident que le rapport coût-bénéfice il est plutôt en faveur du citrate de clomifène. Et le letrozole, donc on parle énormément actuellement du letrozole, donc en termes de stimulation en vue d'une insémination intra-utérine, il n'y a pas vraiment de différence par rapport au citrate de clomifène. Il y en a pas de même pour les gonadotrophines. Néanmoins, avec cette étude justement de 2016, donc, qui montre qu'il y aurait peut-être un intérêt à utiliser du letrozole avec les gonadotrophines. Y a-t-il un intérêt à utiliser plutôt une FSH urinaire ou une FSH recombinante? Donc, la méta-analyse de 2015 donc, nous montre clairement qu'il n'y a pas de différence entre les deux types de gonadotrophines, et donc vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Il n'y a absolument aucune différence. Les doses que vous allez utiliser, là aussi, il est très important d'utiliser, donc de penser un petit peu quelles sont les doses que nous utilisons. Donc, il n'y a pas de différence significative entre 75 unités et 150 unités, hormis peut-être que vous allez avoir un peu plus de grossesse multiple avec 150 unités. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que les doses journalières donnent de meilleurs résultats que les doses dites un jour sur deux, utilisées un jour sur deux. Mais la problématique reste de la PCOS. Donc cette PCOS, il faut trouver le bon seuil de stimulation. Il ne faut pas être dans l'hyperréponse, mais également il ne faut pas être dans l'hyporéponse. Et c'est pour cela que pour ces patientes-là, peut-être que il y a une certaine difficulté à stimuler ces patientes-là. C'est pour cela que je préconise justement le step-up chronic low dose. C'est un protocole qui vous permet justement d'obtenir une ovulation monofolliculaire dans 70% des cas avec un taux appréciable de grossesse. Mais attention, ça reste quand même un taux élevé d'hyperstimulation ovarienne, et j'attire votre attention qu'au cabinet que vous êtes par rapport à un centre de PMA, il y a beaucoup plus d'hyperstimulation au cabinet, il y a beaucoup plus de grossesses multiples au cabinet que dans les centres de PMA, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Il y aurait peut-être un intérêt à utiliser le PEN, justement parce que dans ce cadre-là, vous allez pouvoir mieux contrôler votre stimulation, avoir une meilleure modulation, particulièrement dans cette catégorie de patientes, celles qui sont de PCOS, les femmes jeunes, une durée d'infertilité qui est très courte, mais également c'est les femmes qui ont des antécédents de réponse très forte. On parle des antagonistes. Est-ce qu'il y a une place à utiliser les antagonistes de la GnRH? Effectivement, il a été pensé d'utiliser les antagonistes afin d'améliorer les résultats des inséminations intra-utérines. Néanmoins, la Cochrane donc, de 2014 nous montre dans cette méta-analyse de 2014, donc on voit très bien qu'il y aurait un effet légèrement et sensiblement faible d'amélioration en utilisant les antagonistes. Néanmoins, les antagonistes, à mon avis, peuvent trouver leur place, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, comment monitorer? Si vous utilisez les gonadotrophines, vous êtes dans l'obligation de faire un monitorage. Ce monitorage, il est basé sur l'échographie et également le stradiol, et avec un objectif d'obtenir 2 ou 3 follicules.
De cette manière-là, vous allez pouvoir recruter 1 ou 2 follicules et à ce moment-là, vous allez continuer et poursuivre votre stimulation. Si vous avez plus de 3 follicules, peut-être qu'il vaut, et surtout pour les expérimentés, les moins expérimentés, je conseillerais d'arrêter le cycle et reprendre par la suite avec une dose adéquate. Et pour les plus expérimentés, peut-être qu'il faudrait analyser avec un peu plus de finesse le dossier. Et si vous êtes en deçà de 10 mm, peut-être que votre dose n'est pas adéquate et qu'il va falloir augmenter un petit peu la dose. Quand est-ce qu'il faut annuler? Donc il faut savoir si à chaque fois qu'il n'y a pas de réponse, mais attention, les PCOS, ça reste quand même des femmes qui nécessitent un peu plus de temps dans la stimulation et à chaque fois que vous avez une hyper-réponse, donc à ce moment-là, il s'agit de plus de 5 follicules de 12 mm, dites follicules intermédiaires, ou si vous avez des 3 follicules supérieurs à 16 mm, et surtout quand il y a une courte période d'infertilité, soyez vigilants. Donc à ce moment-là, il faut être prudent. Et à chaque fois que vous avez une élévation importante de l'œstradiol, il faut savoir annuler le cycle. Comment on va déclencher? Donc en fait, si on utilise les gonadotrophines, c'est plutôt à 18 mm et ça reste un débat entre 17, 16, 18 mm, ça reste un débat, mais moi je préconise plutôt 18 mm. Les citrates de clomiphène, donc si vous utilisez le citrate, vous allez être un peu plus tardif et attendre, peut-être atteindre un follicule de 20 mm et surtout un endomètre supérieur ou égal à 7 mm. En ce qui concerne le déclenchement lui-même, donc il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas de différence à utiliser de la CG urinaire ou de la CG recombinante, ou à utiliser la CG recombinante. Et à ce moment-là, la littérature nous dit qu'il n'y a pas de grande différence entre les deux. Je reviens un petit peu aux antagonistes pour vous dire que finalement, quand il y a un cycle stimulé au cours d'une insémination intra-utérine, il y a un risque de pic prématuré de l'ALH. Quand même, 1 fois sur 3, ça pourrait atteindre 1 fois sur 3 un pic prématuré de l'ALH et qui pourrait un petit peu compromettre les résultats escomptés. Et c'est pour cela que peut-être les antagonistes, certainement je dirais plutôt, que les antagonistes trouvent leur place dans ces indications, donc pour éviter le pic prématuré de l'ALH. Mais également, il y a un autre intérêt à utiliser les antagonistes de la GnRH. Le cétrotide peut être utilisé dans le cadre de la programmation d'une insémination intra-utérine, c'est-à-dire si vous avez une insémination intra-utérine qui va coïncider avec un week-end, on peut différer justement le jour de l'insémination en utilisant une injection de cétrotide tout en poursuivant la stimulation, de telle sorte que le jour où on déclenche et le jour où on va faire l'insémination ne va pas coïncider avec un jour de week-end, et à partir sans compromettre juste vos résultats, et donc ça vous évitera ce qu'on appelle la programmation de l'insémination intra-utérine, et ça vous évitera une journée de travail pendant le week-end. Le déclenchement donc par l'ALH versus la CG, là aussi la Cochrane donc a été clair dans cette méta-analyse, il n'y a aucune différence et il faut utiliser tout simplement la CG, ça reste quand même un moyen de déclenchement acceptable. Quand est-ce qu'on va faire une insémination? Donc, également en 2014, donc cette Cochrane nous montre qu'il est clair qu'il faut faire entre 34 et 36 semaines versus 24 heures, et donc il faut éviter de faire l'insémination après 24 heures. Entre 32 heures et 34 heures, plutôt 38 ou 48 heures, il y a exactement les mêmes résultats. Donc, est-ce qu'il y a de double insémination à un jour d'intervalle? La littérature, elle est claire. Il n'y a aucun intérêt à faire une double insémination. Et bien sûr, on ne parle plus d'insémination intracérvicale. L'insémination intra-utérine est meilleure.
quel type de cathéter je vais utiliser? Donc, est-ce que je vais utiliser un cathéter souple ou un cathéter rigide? Il n'y a pas de différence. Également, la littérature nous dit qu'il n'y a pas de différence. Donc, c'est une question d'habitude où chaque manipulateur, donc comment il se sent à l'aise, mais surtout dans nos pays africains, c'est plutôt une question de disponibilité qui serait la règle, j'allais dire. Et on a stimulé, notamment quand on stimule avec les gonadotrophines, il y a un monotirage, mais il y a également une augmentation, un taux supraphysiologique de l'œstradiol, ce qui va entraîner un feedback négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et donc une altération de la sécrétion de l'ALH et compromettre la phase lutéale avec son corps. Original avec 200 ou 800 mg par jour à une durée allant de 14 jours à 3 mois. Et les conclusions ont été intra-utérines. Il faut se tenir la phase lutéale obligatoirement parce que ça nous donne plus de naissances vivantes. Ce qui n'est pas le cas par rapport au clomide. Donc, si vous avez stimulé par le clomide, il n'y a aucun intérêt donc à se tenir la phase lutéale et ça nous amène, ce n'est pas nécessaire de rajouter de la progestérone en phase lutéale. Combien de cycles faut-il faire? Donc, dans ce modeste travail que je vous présente, donc il est clair que nous avons conclu qu'il ne pouvait pas y avoir d'intérêt plus que de 3 inséminations par plus de 3 tentatives d'insémination et à ce moment-là, et donc il faut savoir un petit peu renoncer et penser à autre chose. Au final, si j'allais dire quels sont les critères de succès, donc c'est le jeune âge de la femme, que ça soit une indication anomalie cervicale ou idiopathique, avec des trompes perméables ou une infertilité secondaire, avec une très légère atteinte spermatique. Et bien sûr, il faut stimuler avec les gonadotrophines, comme on a vu tout à l'heure, qui sont supérieurs au citrate de clomifène, et avec un objectif d'obtenir 2 ou maximum 3 follicules, et bien sûr ne déclencher qu'au-delà de 16 mm de follicules. Et également, il y a le taux d'œstradiol qui compte, très important. Donc, pour pouvoir espérer un succès, il faut que votre taux d'œstradiol soit supérieur à 500 picogrammes par millilitre. Maintenant, je conclus. Quand est-ce qu'il faut passer à une fécondation in vitro? Après 3 échecs, bien sûr que si l'âge de la femme est âgé, s'il y a altération de la réserve ovarienne et des difficultés à induire une ovulation, s'il y a association de plusieurs facteurs et surtout le temps. Le temps, justement, ce temps, il est très précieux, particulièrement dans une catégorie de patientes, à savoir les 38-40 ans. Le temps presse parce que vous savez que à chaque mois qui passe, vous allez faire réduire de 2% ses chances de grossesse. Et si vous faites 3 ou 4 cycles d'insémination intra-utérine à 1 mois d'intervalle, 1 ou 2 mois d'intervalle, vous risquez de faire perdre à cette patiente justement entre 6 et 16% de ses chances de grossesse. Et également, plus vous retardez, vous allez également compromettre ses chances de succès en fécondation in vitro. En conclusion, je dirais que l'insémination intra-utérine garde sa place dans la prise en charge de l'infertilité. Il y a nécessité de sélection de couple donc en vue d'une insémination intra-utérine et également savoir renoncer au bon moment et passer la main au centre